Dans la saison 2 de Bunny Girl Senpai, on suit Sakuta fraîchement débarqué à l'université qui n'avait pas spécialement hâte de retrouver le syndrome de la puberté. Ikumi, sa camarade de classe, semble bizarre comme si elle avait changé d'univers et à la place de voir une fille lapin, Sakuta aperçoit à l'université une étudiante invisible déguisée en Mère Noël. De plus, l'identité de la chanteuse Tuko Kirishima demeure un mystère comme si elle possédait plusieurs corps. Bref, entre étudiante possédée par un démon, fille mystérieuse qui disparaît à cause de liaisons chimiques et intrications quantiques entre un prof et son élève, bienvenue dans l'analyse scientifique de Bunny Girl Senpai saison 2, bienvenue dans la physique quantique selon Bunny Girl Senpai. Dans cette saison 2, les problèmes scientifiques sont beaucoup plus évolués que dans la saison 1. Je vais vous parler des deux univers fondamentaux de Bunny Girl Senpai, de l'intrication quantique et même des antiparticules. On va aussi voir pourquoi Nene est invisible et comment Tuko utilise les liaisons chimiques pour influencer. Bref, j'ai beaucoup de choses à présenter. Tout d'abord, on va parler de la connexion entre Sakuta et Sarah et de comment le lien fonctionne, et pour cela, je vais introduire la notion d'intrication quantique. L'intrication est l'une des caractéristiques fondamentales de la physique quantique. Quand deux particules sont intriquées, l'état de l'une détermine l'état de l'autre, peu importe la distance. Les deux particules ont donc un lien qui les unit et qui dure du moment qu'aucune mesure n'est effectuée sur l'une des particules. Pour intriquer deux particules, rien de plus simple, il suffit de se les faire entrechoquer. Cela nous amène le deuxième syndrome mineur de cette saison 2, à savoir le lien entre Sakuta et Sarah. Je vais passer le résumé de l'intrigue, de une parce que j'imagine que vous avez vu l'animé, et de deux parce que la manière de parler de Sarah me fait peur et que j'ai pas envie de rechercher des extraits pour le montage. À condition que vous m'offriez un donut. Ce que l'on apprend dans l'épisode 10 mais qu'on aura pu deviner avant, c'est que Sarah possède de la clairvoyance. En gros, elle peut voir et entendre tout à travers les yeux d'une autre personne, elle peut même lire ses pensées. Si l'anime questionne plus l'aspect moral de ce pouvoir dont Sarah semble si contente, je vais sauter ce point pour ne parler que de l'aspect scientifique. Comme Sarah l'a expliqué, son intrication avec Sakuta s'est déclenchée à partir du moment où ils se sont cognés. Sarah avait donc un accès au cerveau de Sakuta et inversement. Et c'est cette intrication qui explique comment elle pouvait voir à travers les yeux de Sakuta. Et ce partage a duré jusqu'au moment de la discussion avec Mai, où après celle-ci, Sarah perd son symptôme et donc son pouvoir. Ici, je vais m'arrêter 2 secondes. Si la partie intrication est irréaliste mais fondée sur quelque chose de vrai, la partie sur la désintrication de Sarah me semble stupide. La désintrication quantique, de son vrai nom la décohérence quantique, se produit à partir du moment où une mesure est effectuée sur l'une des particules. Pour prendre l'exemple du chat de Schrödinger que vous connaissez forcément, ça revient à ouvrir la boîte et regarder l'état du chat. Pour couper le lien entre Sakuta et Sarah, il faudra donc logiquement que quelqu'un d'extérieur observe l'un d'entre eux, ce qui est complètement con vu que ce sont des humains qui passent leur temps à voir des gens. L'intrication peut aussi disparaître si l'une des particules interagit avec autre chose, ce qui revient à ce que Sakuta et Sarah touchent quelque chose, ce qui se passe forcément. Donc Sarah aurait dû perdre son pouvoir au moment même de l'obtention, ou alors elle aurait dû le garder tant qu'elle ou Sakuta n'ont pas un conflit de mémoire. Mais le fait qu'elle le perde suite à une prise de conscience via la discussion avec Mai n'a aucun sens, vraiment aucun. Bref, pour conclure cette partie, je voulais mentionner le fait que Tuko Kirishima a fait une musique intitulée Espace de Hilbert. Sans rentrer dans les détails car je ne les connais pas, un espace de Hilbert est un cadre mathématique qui permet d'expliquer et de calculer le phénomène d'intrication quantique. D'ailleurs, en allant sur la chaîne YouTube officielle de Tuko, vous pouvez écouter la musique entière dont les paroles n'ont absolument rien à voir avec le titre. Donc je pense que le titre a été choisi histoire de dire qu'ils avaient fait des recherches. Remontons un peu dans l'anime pour cette fois-ci parler de voyage dans le temps. Dans l'épisode 7, on apprend que la Ikumi que l'on voit depuis le début de la saison n'est pas originaire du même univers. Je vais faire un petit lien avec ma vidéo sur Shoko, mais c'est important pour comprendre comment sont construits les univers dans Bunny Girl Senpai. Il existe un univers, celui que nous voyons la plupart du temps, dans lequel Sakuta a subi le syndrome de Kaede, puis a rencontré Shoko et a déménagé sans ses parents. Bref, c'est l'univers principal qui nous est montré. D'ailleurs, suite au premier film, c'est aussi dans cet univers qu'a survécu Shoko enfant que l'on voit au début de la saison. Mais il existe un second univers dans lequel Sakuta n'a pas subi le syndrome de Kaede vu qu'elle l'a réglé tout seul et où du coup il n'a pas déménagé. Ce sont ces deux univers qui forment la structure même de Bunny Girl Senpai. Les autres univers que j'ai pu évoquer dans ma vidéo sur Shoko sont secondaires et ne représentent que des changements mineurs. Ce qu'il y a à retenir, c'est que ces deux univers sont comme opposés. Dans l'un, Sakuta est plus renfermé comme on le connaît, alors que dans l'autre, il aide tout le monde et est beaucoup plus avenant. Ikumi, quant à elle, est soit la fille qui sauve tout le monde et qui s'en veut de ne pas avoir pu aider Sakuta, soit la fille discrète qui se contente d'observer Sakuta et aider les gens. L'opposition des univers se caractérise par une opposition de traits de caractère pour les personnes, mais aussi une opposition d'événements où dans l'un il s'est produit alors que dans l'autre non. Cela nous amène à l'événement de la rentrée. Quand Ikumi voit Sakuta parler avec ses amis, elle voit quelqu'un qui a réussi à avancer alors qu'elle est encore bloquée aux événements du collège. À ce moment précis, rongée par le remords de son inaction face au harcèlement, elle veut pouvoir oublier Sakuta pour retrouver une vie normale. Et comme par hasard, Ikumi de l'autre univers qui, comme par hasard, n'a pas réussi à aller à la fac, souhaite ne plus entendre parler de Sakuta et des personnes qui l'a aidé. Un changement d'univers se produit donc et les deux Ikumi interchangent leur position, ce qui amène les événements de la série. Ce
n'est qu'une idée, mais je pense que ces deux univers sont construits de la même manière qu'une particule possède une antiparticule. Ce qui me fait dire ça, c'est tout d'abord l'opposition de caractères et d'événements que j'ai mentionné plus tôt, mais aussi qu'à aucun moment les deux mêmes personnes ne se rencontrent. Quand Sakuta a fait un bref changement d'univers dans le film précédent, il n'a communiqué avec son autre lui qu'à travers un livre. Pour Ikumi, c'était par le bras. Une antiparticule a la même masse que la particule qui lui correspond, mais sa charge électrique est opposée. De plus, une collision entre ces deux corps produit une désintégration totale de matière qui est transformée en énergie lumineuse. Et pour moi, c'est ce qui me fait dire que pour les choix et événements impactants, ces univers sont opposés. Ce lien entre ces deux univers, même s'il n'est que théorique, pourrait expliquer comment Ikumi peut recevoir des coups de la part de l'autre Ikumi alors qu'un univers les sépare. C'est d'ailleurs un point que je trouve complètement hors sujet contrairement au reste, où même si c'est irréaliste et exagéré, c'est quand même fondé sur quelque chose. Bref, je vais ouvrir une parenthèse intéressante, mais c'est un sujet complexe qui mériterait presque une vidéo à lui tout seul. Je vous pose la question, quel est le rôle de Mai enfant que l'on voit dans la saison 2? Qu'est-ce qui justifie le fait de faire apparaître Mai enfant à des moments qui n'ont à première vue pas de lien? Dans ma vidéo d'analyse sur le film Knapsack Kid et de théorie sur la saison 2, je prédis le changement d'univers d'Ikumi et le syndrome de Tuko. Mais surtout, j'affirme que Mai enfant est en rapport avec Tuko et Ikumi. Fondamentalement, je ne pense pas avoir faux, je pense juste que c'est un lien beaucoup plus général qui ne s'applique pas qu'à ces deux personnes. À chaque fois que Mai enfant est aperçu, il va se produire ou s'est produit un événement en rapport avec le changement d'univers. Le seul moment qui déroge à cette règle est le moment où on la voit en train de courir pendant que Ikumi va sauver une gamine. Hormis ce cas que je ne peux pas expliquer pour l'instant, à chaque fois que Mai enfant apparaît, un changement de timeline se produit. Ce qui est d'ailleurs en raccord avec le fait qu'elle soit au courant de l'existence des différents univers. Bref, fin de parenthèse. Pour en revenir à l'anime, pour l'instant je n'ai parlé que des intrigues secondaires avec l'histoire d'Ikumi et le syndrome de Sarah. Mais je n'ai pas encore mentionné l'arc majeur, à savoir Tuko Kirishima et Nene Iwamizawa. Pour résumer l'intrigue de la série, dans le premier épisode, Sakuta croise dans l'université une mère Noël qui semble être invisible aux yeux des autres étudiants. Cette personne prétend être Tuko Kirishima, la chanteuse à succès actuelle dont tout le monde ne fait que parler. Dans l'épisode 9, grâce à Takumi, le pote de Sakuta qui matait de la meuf sur les ordi de la fac, on apprend le vrai nom de la fille, à savoir Nene Iwamizawa, la Miss Campus de l'année précédente. Après 2-3 aventures et des incohérences, Sakuta en déduit que Nene n'est en réalité pas Tuko Kirishima, mais prétend l'être afin de retrouver de la valeur aux yeux des autres étudiants. Valeur qu'elle a gagnée grâce à sa victoire à Miss Campus, mais qu'elle a perdu à partir du moment où Mai a mis les pieds dans l'université. Le plot twist de l'épisode final est que Nene n'était pas un cas spécial et que des centaines de personnes pensaient elles aussi être Tuko, ce qui justifie leur présence à l'événement de Mai, car celle-ci leur faisait de l'ombre à cause des rumeurs du dièse rêve qui prétendait que Mai était Tuko. Voilà, grosso modo, je vous ai résumé l'intrigue autour de Nene, on va donc pouvoir l'analyser. Déjà, pour ce qui est de son invisibilité, cela fonctionne comme pour Mai dans la saison 1. Quand Futaba avait expliqué le phénomène à Sakuta, elle avait pris l'exemple du chat de Schrödinger que j'ai mentionné plus tôt. D'après sa théorie, Nene comme Mai par le passé était dans une espèce de grande boîte représentée par leur entourage. Leur manque de visibilité, donc ici la période creuse pour Nene après son succès à Miss Campus, l'a conduit à devenir invisible entre guillemets aux yeux des autres, et avec le syndrome, l'a vraiment rendu invisible. Comme je l'ai expliqué dans ma première vidéo, je suis absolument pas convaincu par cette explication, vu qu'ici il y a une confusion entre voir et regarder. Si son entourage ne fait pas attention à elle, donc ne la regarde pas, il la voit quand même car elle est dans leur champ de vision. Donc la comparaison avec le chat de Schrödinger n'a aucun sens, d'autant plus que le chat est une expérience de pensée et ne représente pas vraiment ce qu'il se passe. Bref, de toute manière, l'invisibilité c'est surfait et j'en ai déjà parlé. Maintenant, ce qui est à la mode, c'est l'influence de conscience collective. On va parler de Tuko. Si dans une bonne partie de la saison 2, on n'a quasi aucune info sur elle, on apprend 2-3 trucs dans les derniers épisodes. Déjà, dans ses clips de musique, il y a toujours une petite ref à Noël, ce qui explique l'accoutrement des personnes en père et mère Noël. Vu qu'ils voulaient lui ressembler, il fallait déjà passer par là. Ensuite, comment a-t-elle pu influencer autant de personnes via sa musique? Pour expliquer ça, on va parler de liaison chimique entre des atomes. En physique quantique, une liaison chimique correspond au partage ou transfert d'électrons entre deux atomes. Les deux noyaux des atomes restent identiques, mais les nuages d'électrons des deux atomes ont fusionné pour n'en faire plus qu'un. Ça correspond à une mise en commun des électrons de valence. Si on exagère la chose et qu'on l'applique aux humains, on peut supposer que Tuko crée consciemment ou non une liaison avec chacune des personnes qui écoutaient sa musique. Les personnes n'étant pas au top de leur forme dans leur carrière se sont fait absorber par Tuko, ce qui a créé une liaison chimique entre ces deux personnes. Et au moment où Sakuta sauve Mai de l'accident, ils prennent une claque de réalité en voyant que Mai n'est pas Tuko, ce qui apporte une énergie plus forte que la liaison, entraînant une rupture entre Tuko et les pères et mères Noël. Après, dans l'anime, aucune explication n'est donnée si ce n'est le oh là là c'est le syndrome. Donc il est possible qu'il y ait d'autres choses que l'on n'ait pas vues et qui invalident mon idée, mais pour l'instant elle est plutôt plausible. Voilà, pour moi les liaisons chimiques sont une des explications possibles de comment Tuko puisse influencer à ce point les personnes. A noter qu'elle ne fait pas ça forcément volontairement, c'est possible que ce soit sans faire exprès. Cependant elle ne peut pas nier qu'elle n'a pas vu son impact sur la vie des autres sur les réseaux, notamment avec l'histoire du hashtag rêve. J'en ai pas parlé parce que ça sera le sujet du prochain film, mais Miori, l'amie de Sakuta, semble connaître qui est Tuko. Elle peut voir les gens invisibles comme Sakuta et en plus elle semble bien connaître le sujet du succès vu que c'est la première à supposer que Nene n'est pas Tuko et que c'est une couverture qui lui permet de retrouver le succès.
succès. Et dans le dernier épisode, lorsqu'il sort de l'auto-école après avoir obtenu le permis alors que moi j'ai fait 3 fautes éliminatoires, Miyori demande à Sakuta s'il n'a pas une idée de qui est la vraie Tuko et à ce moment-là, Mai enfant passe à côté. Je n'ai clairement aucun doute sur le fait que Miyori connaisse Tuko et qu'elle en sache plus sur le syndrome qui l'entoure, mais je garde ce sujet pour une prochaine vidéo. Bref, ce que j'aime vraiment avec cet animé, c'est l'effort de recherche qui est fait pour rendre le tout crédible avec des phénomènes fondés. Que ça soit les antiparticules ou l'intrication quantique, c'est un animé qui ne se contente pas d'avoir une histoire classique mais qui amène des idées de rebondissement. Et même si c'est pas des choses faciles à comprendre, c'est une bonne porte d'entrée pour s'intéresser à la physique ou même aux sciences en général. J'espère que cette analyse vous a plu, je sais que j'ai plus de 6 mois de retard mais j'avais vraiment besoin de temps pour retrouver des idées. Vous pouvez rejoindre le serveur Discord en description pour voir et suggérer les idées des prochaines vidéos. Portez-vous bien, salut!